Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Alors, ce ne sera pas vraiment un nouvel épisode puisque pour l'été, on va marquer une petite pause, mais on va vous proposer des rediffusions des épisodes qui ont le mieux marché. On commence aujourd'hui avec ce nouvel épisode et puis s'il y en a d'autres qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message via les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de les programmer pour les prochaines semaines de cet été. Allez, profitez bien du soleil, de la plage, de la montagne, de tout ce que vous voulez. Profitez-en pour faire du sport avec des écouteurs et nous écouter. On attend vos retours avec impatience. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour co-animer cet épisode avec moi, il y a toujours Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Armano. Cette semaine, nous recevons un jeune triathlète qui espère devenir grand, à savoir Sam Ledlow. Salut Sam. Salut et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, je dois bien dire que ton manager nous a contactés et en général, on court après les invités. Mais là, quand c'est un invité qui court après nous, ça nous a fait plaisir aussi. Donc, on t'a invité avec plaisir. Non, je pense que c'est important. Enfin, justement, là, c'est depuis Grande Canarie en fait que j'ai ce manager qui fait justement ça. Et au point où j'en suis dans ma carrière, c'est aussi important de créer un peu, je vais pas dire le buzz, mais de monter sa propre marque, quoi, et de faire apparaître mon nom, parce que voilà, je suis pas non plus un fraudéno, quoi, donc pas tout le monde me court après. Pas encore. Du coup, tu dis que tu es un manager, c'est quoi alors ? Parce que c'est pas ton coach, c'est un manager qui gère ta carrière sportive, c'est ça ? Ouais, c'est ça, en fait, il gère tous les à côté, parce que au final, on aime bien se dire que être sportif de haut niveau, c'est juste nager, enfin en tout cas le triathlète de haut niveau, c'est juste nager, rouler et courir, mais toutes les autres courses, il y a eu tellement d'à côté, quoi, que ce soit des appels, essayer de gérer les sponsors, les petits trucs comme avoir les logos aux bons endroits ou écrire des articles pour le site internet. Il y a tellement de petits à côté, donc il essaie de gérer le plus possible. Et puis c'est aussi pour, d'un certain côté, en fait, en tant qu'athlète, toi, quand tu approches un sponsor, t'as pas vraiment envie de négocier ou de dire, écoute, donne-moi ça, moi je suis hyper bon. Donc d'un autre côté, tes cartes t'encombrent pour que le manager fasse ça, et c'est juste une tâche de moins à faire, ou plein de tâches de moins à faire. Donc non, mon coach, ça reste mon père. Et là, en fait, ouais, là, j'ai un manager allemand qui travaille avec moi, et j'en suis super reconnaissant. Ouais. Ok, super. Mais c'est pas le cas de tous les triathlètes professionnels. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as choisi de prendre un manager ? C'est toi qui as voulu, de manière proactive, qui a été chercher un manager, ou bien tu as été contacté, on t'a proposé ? Comment ça s'est passé ? Non, du tout. En fait, c'est après Grande Canarie, quand je suis tombé et que j'étais en train de mener la course, c'est tout ça, que j'ai eu deux personnes qui m'ont contacté, et au final, il y en a un en qui je faisais plus confiance que l'autre, et avec qui on avait déjà eu des relations. Mon père, en fait, l'entraînait, et l'entraîne toujours d'ailleurs, et du coup voilà, c'est pour ça. Lui, en fait, il était manager même pas dans le domaine sportif, mais dans le domaine musical, et voilà, là maintenant il se jette dans ça, et c'est bien aussi d'avoir une autre approche, quoi. On a une tradition dans ce podcast, c'est justement de donner la parole à notre invité dans le premier épisode pour se présenter. Donc là, on a déjà discuté un petit peu, mais Sam, on veut tout savoir sur toi. Quel âge as-tu ? Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Quelles études as-tu fait ? Comment est-ce que tu as découvert le triathlon ? Enfin voilà, je t'ai balancé plein de questions, on pourra les reprendre l'une après l'autre, mais déjà, le micro est à toi, fais-toi plaisir. Ça marche. Donc là, c'est la partie où je dois parler pendant 10 minutes non-stop. C'est ça, exactement. Mais on peut te guider si tu veux, hein. Si on voit que tu digresses ou si tu n'as plus d'idées, on te recentrera. Non, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Sam Ledlow. Je suis né en Angleterre de base. Mes deux parents, en fait, sont venus en France quand j'avais 3 ans. Forcément, ils m'ont embarqué aussi, hein, ils m'ont pas laissé là-bas, pour monter une structure de stage d'entraînement de triathlon, en fait. Mon père était nageur de haut niveau. Au tout début du triathlon, en fait, il a arrêté la natation à haut niveau pour se lancer dans le triathlon. Et puis très vite, il s'est retrouvé entraîné. Donc voilà, on est venu en France. Et à partir de là, en fait, on a construit notre business petit à petit. C'est une entreprise familiale. Ça s'appelle le Sanctuaire Sportif dans les Pyrénées-Orientales. Et on accueille des stagiaires de partout du monde, en fait. Et c'était pour moi une expérience de dingue, parce que je voyais des gens au quotidien, partout, par différentes cultures, tu vois, je m'entraînais avec eux,
Enfin, quand j'étais pas à l'école. Et enfin, pour moi, il y avait pas mieux en fait. Enfin, j'ai vu de tout en fait, et j'ai appris de chaque personne qui est venue par cette structure. Et donc voilà. Après, je suis très vite parti de la maison en fait, parce que très jeune, dès l'âge de 10 ans, j'avais en tête que je voulais gagner Hawaï en fait. Et je sais pas si c'est une chance ou quoi, mais d'être un peu têtu, d'avoir eu ce rêve, et que mes parents aussi soutiennent ce rêve. Mais voilà, donc j'ai jamais vraiment dévié de ce rêve. Tu as dit à 10 ans, c'est ça? Ah ouais, je pense à même avant, je dis 10 ans parce que mais ouais, déjà à 8 ans, je m'en souviens, je regardais Hawaï à la télé le soir, je faisais nuit blanche chaque fois qu'il y avait Hawaï quoi, donc ouais, et à 13 ans, j'étais déjà décidé de partir de la maison pour aller à l'internat à Formeux pour faire un peu plus de sport quoi. Et ensuite, j'ai passé 3 ans là-haut, et vraiment Formeux, c'était des super années, et je conseille à tout jeune ou tout parent qui écoute d'envoyer leur gosse là-haut en sport-études. Pour moi, il y avait un super équilibre en fait entre le sport, en tout cas dans ma section, en section triathlon, il y avait un super équilibre entre la quantité de sport qu'il y avait et les études. Ils n'étaient pas non plus à nous pousser, on faisait peut-être je sais pas, 8 à 12 heures de sport par semaine, et on faisait un peu moins de cours du coup, mais vraiment c'était sûrement les meilleures années de ma vie. Et ensuite, en fait, suite à quelques podiums nationaux, j'ai été sélectionné par aller au Pôle France à Montpellier, enfin au Pôle Espoir, pardon. Et là, du coup, je m'entraînais avec Cassandre Beaugrand, avec Léonie Perriot, Émilie Morier, Louis Vitiello. Donc, il y avait des beaux noms là-bas. Et pareil à Montpellier, en fait, il y a le pôle, mais il y a aussi le club. Donc, et pas mal de triathlètes internationaux s'entraînent là-bas. Et durant ces années, j'étais licencié au Poissy Triathlon. Et en fait, durant ces années, au final, je me suis un peu naturellement guidé vers le court distance, vu que ça marchait bien avec Poissy, vu que j'avais même gagné une Coupe d'Europe junior. Et du coup, ouais, en fait, j'avais jamais vraiment... En fait, tout ça, c'était un peu du bonus. En fait, j'aimais bien... fallait prendre l'expérience sur D1 déjà à 14-15 ans. J'étais sur le ponton avec Gomez, enfin, c'était une expérience de dingue, quoi. Donc, fallait que je l'apprenne, et j'ai beaucoup appris du circuit court distance. Et en fait, j'en suis arrivé à un moment où je prenais plus aucun plaisir en fait sur cette distance. Et je m'en souviens en particulier, je crois que c'était au Grand Prix de Quiberon, et j'étais sur la plage de départ, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. J'avais pas envie de faire la course. Et à partir du moment où t'as pas envie de faire la course, tu peux pas attendre de résultat, quoi. Donc c'est là où je me suis remis en question, et au final, en fait, je sortais du bac, je sortais d'un très bon bac S. J'avais, je vais pas dire des facilités, mais ça se passait très bien à l'école. Je me suis dit, enfin, en France, c'est très compliqué d'allier le sport de haut niveau et les études. Et je me suis dit, soit si tu as envie de faire des études, fais un truc qui te plaît. J'avais pas forcément envie de faire STAPS. Si je faisais des études, je voulais aller dans l'aérodynamique, peut-être une école d'ingé ou quoi, mais c'était impossible si je voulais rester au pôle en fait. Et du coup, au final, en fait, je m'étais blessé, et j'avais un peu perdu espoir, et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Je suis parti du pôle, je suis parti en fait, j'ai essayé le STAPS pendant un mois, et je crois que quand j'ai eu 17 en baseball et 13 en triathlon, je me suis dit c'est bon, je me casse. Et au final, c'était une période que tout le monde a, je pense, dans leur vie, où ils se cherchent un peu. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir, j'estime, assez tôt en fait. Et je me suis dit, j'ai vraiment failli arrêter le triathlon à cette période en fait. Et je me suis dit, de toute façon, si tu as envie d'accomplir ton rêve, il faut que tu t'entoures de personnes qui croient en toi en fait. Et le problème, c'est qu'à Montpellier, t'avais plein d'athlètes qui étaient super talentueux. Et en fait, du coup, t'avais tendance en fait à non seulement t'entraîner comme eux et tout, à faire les mêmes entraînements, mais un peu à perdre espoir, parce que forcément à chaque entraînement t'avais des mecs qui étaient meilleurs que toi, donc pourquoi toi tu serais champion du monde, tu vois. Donc et forcément du coup moi niveau talent, j'estime que je suis pas le plus fort. Il y a des mecs qui ont toujours couru plus vite, qui ont toujours nagé plus vite, et du coup je perdais un peu espoir, et je me suis dit au début les seules personnes qui croient vraiment en toi c'est tes parents. Et du coup au final je suis rentré chez mes parents à 19 ans, et à partir de là en fait j'ai demandé à mon père de m'entraîner, parce que jusqu'à présent il m'avait jamais entraîné. Et depuis, en fait, on construit notre projet ensemble. Et puis voilà, j'estime que le chemin est encore plus beau avec mon père. Même, en fait, c'est en partie pour ça que je le fais. C'est vraiment un projet de famille.
on est tous dans le triathlon et voilà, on se voit tous à Hawaï, quoi, en train de boire des burritos après avoir gagné, quoi. Donc c'est ça le but à long terme. Ouais, cool. Donc on a bien passé en revue justement toute ton histoire. Je pense qu'on a bien compris qu'en fait j'ai l'habitude de poser la question quel est ton premier souvenir de sport ou ton premier pas dans le triathlon. En fait toi t'es né dedans. Ouais, j'ai fait mon premier triathlon quand j'avais 4 ans. Et ça ressemble à quoi justement à un baby triathlon? Parce qu'à 4 ans, tu sais à peine faire du vélo, non? Ouais, c'est ça. Après, je crois, normalement c'est 6 ans, je crois. Enfin, la première, la plus petite catégorie, je sais pas si c'est mini poussin ou quoi. Mais là, on avait fait le forcing. Ils avaient dit, ok, vous pouvez le faire, mais si ton père il t'accompagne en natation et tout. Et du coup, ouais, mais il y avait pas les petits trous, ouais, ça c'est sûr. Hein, mais non, je me souviens juste que c'était un vélo à pédale ou c'était avec des draisiennes? Non, à 4 ans, j'avais un vélo de chrono, la roue pleine, tout ça. Hein. Mais non, je regarde. Bah écoute, pourquoi pas? Il y en a qui se lancent dans des délires comme ça. Si t'avais des parents qui étaient dans le triathlon, pourquoi pas te fabriquer un vélo de chrono? Ouais, une des bonnes choses avec mes parents, c'est qu'ils m'ont jamais forcé en fait à faire du triathlon, même si eux ils étaient dans ce milieu. Et petit, j'ai touché vraiment à tous les sports et c'est juste moi qui étais obsédé par Hawaï, quoi. Et du coup, c'est venu petit à petit, mais non, j'ai fait du judo, du foot, de l'handball. Enfin, j'ai vraiment tout fait. Donc, et je pense que c'est super important que les gamins ils se laissent une marge de progression et que petit ils testent un peu tout pour savoir ce qu'ils aiment, quoi. Donc du coup là on l'a bien compris, tu avances dans ta pratique du triathlon, un peu moins sur l'ultra court, un peu plus sur le mi-long, le long. Quel est justement ton domaine d'expertise pour ainsi dire? Je pense que mon domaine d'expertise c'est juste le fait de croire en mon projet. Hein. Je dirais pas que en fait c'est pour ça que ça marchait pas sur course, c'est que j'y croyais pas forcément en fait. Souvent je nageais et je posais avec le vélo souvent dans le premier pack, mais j'y croyais pas en fait que je pouvais courir assez vite. Et peut-être que c'est vrai, ou peut-être que c'est simplement le fait que je n'y croyais pas justement. Alors que sur Ironman et vraiment que l'Ironman, j'ai toujours cru que je pouvais être le meilleur. Et à partir de là, ouais, c'est là où ça marche. Hein. J'ai pas vraiment envie de me spécialiser. Sur du half ou sur du court distance. Après, faire des courses pour l'entraînement ou même financièrement, ça devient intéressant. Mais vraiment, moi, à long terme, c'est la distance reine. Pour moi, c'est l'Ironman qui est mon objectif principal. Tu nous as pas dit quel était ton âge? J'ai 22 ans. 22 ans. L'âge de mon fils, quoi. Même pas. Mon fils est un tout petit peu plus âgé. Donc, moi, je tombe des nues devant autant de maturité. Finalement, le triathlon, t'étais né dedans, t'as baigné dedans, t'as fait ton premier triathlon à 4 ans sur un chrono. Non, ça, c'était pour la blague. Et que tu t'es bien amusé. Depuis, t'as été piqué par le virus. Et depuis que t'as 10 ans, tu rêves d'Hawaï. Alors, pour rêver d'Hawaï, on le sait, déjà il faut se qualifier. Alors on a eu sur ce podcast Antoine Méchin, on a eu Mathieu Muller, on a eu d'autres personnalités encore du triathlon. Toi, est-ce que tu veux concourir en groupe d'âge? Est-ce que tu concours en pro? Est-ce que tu as une licence pro? Comment ça se passe de ton côté? Ouais, donc j'ai une licence pro, j'ai pris ma licence pro direct. Et puis souvent on m'a posé la question si ça valait pas le coup d'essayer de se qualifier au championnat du monde ou d'Hawaï en tant qu'amateur, mais moi personnellement j'estime que c'est un peu malhonnête étant donné que j'ai pas de boulot à côté et que je fais ça à plein temps. Je vois pas pourquoi j'irais me mesurer à des mecs qui bossent 25 heures semaine, donc ou même plus. Et donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai toujours voulu me qualifier en pro, quitte à ce que je me qualifie pas, quoi, parce que c'est sûr que maintenant faut gagner un Ironman en fait pour se qualifier. Et de toute façon Hawaï, c'est si je me qualifie tant mieux, mais si je me qualifie pas, c'est que j'ai pas le niveau, quoi. Je suis pas allé courir après un dossard à droite à gauche, aller dans des pays où c'est un peu plus facile, par exemple en Amérique du Sud ou en Chine. Si je me qualifie, c'est en Europe et que c'est que j'ai le niveau, quoi. Donc voilà, je suis pas pressé. Moi, mon objectif à long terme, c'est juste d'être un peu meilleur chaque année, quoi. Donc et puis j'ai fait en fait, avec mon père, au tout début, quand on s'est dit, ok, on va voir le niveau que tu as maintenant sur Ironman. Donc j'ai fait 8h05 à Barcelone quand j'avais 20 ans. Et on s'est dit, ok, maintenant, il suffit d'être 1% plus fort chaque année. Et normalement, à 27, 28 ans, tu auras le record du monde, quoi. Et moi, personnellement, 1%, je trouve ça plus que faisable. Donc il faut juste en fait, c'est rare que les gens se consacrent pendant autant de temps en fait sur un projet.
toute bonne chose prend beaucoup de temps en fait. Tu as fait 8h05 sur format Ironman, c'est un record, non, à cet âge-là? Oui, sûrement. Après, il n'y a pas vraiment de... De toute façon, je ne sais pas comment il faut voir, mais à mon avis, oui, il y a pas beaucoup de mecs de 20 ans qui ont fait même moins de 8h30, donc à mon avis, oui. Mais en vrai, mon objectif à cette course, c'était vraiment de faire moins de 8 heures et pour X raisons, je l'ai pas fait et au final, j'ai donné tout ce que j'avais le jour J, mais pour tellement de raisons, c'était vraiment pas une bonne course pour moi. Je m'étais cassé une côte 3 semaines avant et c'est pas drôle. Et en plus, pour plein de raisons, même au niveau de l'expérience, j'ai loupé le premier pack alors que je suis pas mauvais nageur. Enfin, j'ai fait plein d'erreurs en fait et c'est aussi pour ça qu'en fait, je pense que j'aurai l'avantage à long terme, c'est que l'Ironman, tout le monde dit que les gens il faut qu'ils fassent du court, qu'après ils s'y mettent sur Ironman, mais pour moi c'est pas vraiment en fonction de l'âge, c'est plus un sport de maturité en fait et chaque Ironman que je fais, je gagne énormément d'expérience et forcément si tu fais ton premier Ironman quand tu as 30 ans, tu auras 40 ans avant de vraiment faire de claquer l'Ironman parfait et à 40 ans physiquement t'es pas à ton pic de forme, donc pourquoi pas commencer plus tôt et gagner cette expérience plus tôt et de toute façon, j'estime qu'on le voit maintenant sur le tour. C'est là où il y a vraiment. De toute façon, le cyclisme, c'est là où il y a le plus d'argent, donc le plus de recherche, le plus de science. Et on voit des gars gagner le tour qui ont 21 ans. Donc, à mon avis, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive sur le triathlon. Quand tu nous dis qu'à 20 ans, à Barcelone, tu signes à 8h05, donc j'imagine que tu gagnes? Non. Je fais 7ème. Donc, pas de qualif pour Hawaï, déjà en pro? Même, je m'en souviens de cette course. Par exemple, Van Lierde, qui s'est qualifié je sais pas combien de fois. Lui, il a fait 2ème. Il a fait, je sais plus, 7h46, 7h47 et il s'est pas qualifié, quoi. Donc, c'est pas facile de se qualifier à Hawaï. C'est pas facile de se qualifier à Hawaï, c'est pas facile non plus, surtout quand on joue dans la cour des grands en tant que pro. En tout cas, c'est tout à ton honneur d'avoir décidé, d'un point de vue éthique, justement, de prendre une licence pro. Comment est-ce qu'on est accueilli quand on prend une licence pro à 20 ans et qu'on signe un très beau 8h05? Alors tu m'as dit, ok, t'es mélangé, t'es au milieu des pros, donc forcément les gars s'y attendent, mais comment est-ce qu'un gamin comme toi, passe-moi l'expression, est accueilli à ce moment-là? Tu es accueilli par les autres pros ou plus par Ironman et par... À tous les niveaux en fait, aussi bien par l'organisation Ironman que par les autres pros et puis par les spectateurs aussi qui doivent pas être habitués, enfin clairement, qui ne sont pas habitués. Moi j'ai rarement vu des pros de 18-25 ans sur le circuit. Généralement par le public c'est plutôt mal vu, hein. J'en ai entendu des gens me dire que je suis trop jeune ou qu'il faut que je prenne mon temps ou que je sois... je sais pas, moins ambitieux ou je sais pas. Mais bon. Attends, c'est quoi l'argumentaire du coup derrière? C'est que c'est pas dans les normes en fait. De toute façon les gens ils aiment bien suivre un chemin. Enfin c'est pas pour critiquer tout le monde, mais c'est vrai que quand tu sors un peu et que tu veux créer ton propre chemin, c'est mal vu. Mais après je pense qu'il en suffit que d'un pour essayer d'inspirer plus et honnêtement j'espère qu'il y a plein de gamins qui vont se dire que pourquoi pas faire un Ironman à 18 ans quoi. C'est intéressant ce que tu dis et je pense que c'est un phénomène qu'on voit aussi de plus en plus, notamment dans l'ultracyclisme. On voit en fait de plus en plus de cyclistes jeunes, de plus en plus jeunes, et avec des vélos de plus en plus légers et aéros et vraiment en mode performance. Et donc voilà, je pense que c'est effectivement une tendance. C'est vrai on dit que les longues distances, il vaut mieux garder ça pour plus tard quand on est plus âgé, en tout cas plus mature. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même une tendance à avoir cette moyenne d'âge qui diminue. Ouais, et puis au final, pour moi, c'était surtout, au-delà de ça, c'est surtout une question de plaisir. En fait, moi, j'adorais faire, je préférais largement aller faire une sortie de 200 bornes qu'aller me faire 2 heures avec des 30-30, quoi. Et ça, c'est juste ce que moi, je préférais. Donc, je voyais pas pourquoi je ferais comme tout le monde. Et en plus, comme je disais avant, en fait, quand j'étais à Montpellier, en fait, quand t'es pas forcément le plus talentueux et que tout le monde s'entraîne pareil, le seul truc qui va te différencier quand tu arrives sur une compète, c'est les qualités naturelles en fait. Et en fait, si tu crois pas que toi t'es le meilleur naturellement, dans ce cas-là, il faut que tu fasses un entraînement différent, sinon tu vas pas les battre en fait ces mecs. Donc c'est pour ça que moi je me suis extrait de ce groupe et moi je fais mes séances et j'essaye de regarder le moins possible ce que font les autres. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'on pourrait aborder. Maintenant, c'est avec les réseaux et tout. En tant que pro, c'est vraiment, vraiment dur de pas se juger aux autres. Parce que moi, tous les jours, je vois des gars qui mettent des séances et je me dis, mais comment ils font ça? Attends, moi, je fais jamais ça. Ils vont m'exploser sur une course. Et
y arriver au genre de course, c'est pas le cas. Donc ouais, c'est même surtout pour les jeunes en fait, parce que bon, moi il y avait déjà les réseaux, mais là ça a pris encore plus d'ampleur. Mais moi par exemple j'entraîne un jeune et ça a un impact énorme en fait quand tu vois, parce que tout le monde poste le meilleur des mondes en fait sur les réseaux, donc tu vois que le positif et les bas ils le postent pas. Donc tu vois un mec faire une séance de dingue et tu te dis putain comment je vais faire quoi. Puis pour revenir sur le long, c'est vrai que finalement c'est aussi une question d'expérience. Et là, en l'occurrence, toi, tu as 20 ans d'expérience dans le triathlon, à peu de choses près. Ouais. Même c'est ça, tu as beau être jeune, tu as quand même une petite vingtaine d'années d'expérience dans le triathlon. Donc au final, ça a du sens effectivement de partir sur des distances plus longues. Ouais, et puis en fait, c'est ça, chaque Ironman que je fais, je prends de l'expérience. Et en fait, je pense que c'est hyper important d'essayer de suivre son propre projet, enfin, sans se fier aux autres et de pareil, enfin de pas se dire ok moi j'ai ce niveau, comment je vais faire pour être le meilleur. Il faut juste c'est petit à petit quoi, faut pas se le cacher. Moi je suis passé par ok j'ai peut-être commencé à 20 ans à faire un 8h05 et tout le monde se dit bon mais pas tout le monde a ces capacités là, mais je me suis entraîné comme tu dis pendant 18 ans derrière pour faire ça. Donc Tu nous as pas dit comment est-ce que tu as été accueilli par les pros eux-mêmes en tant que petit jeune? J'imagine que tu es le cadet de l'équipe, non? Dans le monde de l'Ironman et même du triathlon, tous les sports d'endurance, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de respect entre les athlètes. Hein. De toute façon, quoi que tu fasses, tu sais que l'autre mec il s'entraîne dur comme toi et que là il s'est tué sur une course. Donc la plupart des gens, je trouve qu'ils m'accueillent très très bien. Et après, par contre, au niveau de tout ce qui est Ironman, le label Ironman et tout, et en revenant sur l'Ironman de Barcelone, pour être honnête, c'était une honte en fait, parce que moi j'étais le premier à pas prendre de prime en faisant 8h05, mais en même temps c'est normal, j'ai fait 7ème, mais bref. Mais même en fait, par exemple, Van Liert qui fait 2, je crois qu'il a en 7h46, 7h47, et ben, il a pris, je sais plus de mémoire, mais 1500 ou 2000 euros, alors que des Ironman, t'en fais pas 10 par an. Et lui, il a dû se préparer tout un an pour gagner 1500 euros. Enfin, ça lui couvre même pas les frais de déplacement, quoi. C'est vraiment une honte. Et en fait, là, ça a vachement changé depuis que le PTO est arrivé. Et je suis hyper reconnaissant de faire ce sport durant ces années, parce que l'argent, il est investi, puis ça repart. C'est déjà, le triathlon, ça a déjà été un gros sport financièrement. Mais là, on a eu des années un peu troubles. Et là, j'espère que ça va revenir. Et ce système de PTO avec le ranking mondial et tout, en fait, c'est similaire au tennis. En fait, c'est le même gars qui a fait vraiment exploser le tennis, qui s'est jeté dans le triathlon et qui a investi dans ça. Donc c'est une super chose. On peut peut-être préciser de quoi est-ce qu'il s'agit pour les auditeurs. Le PTO, donc le Professional Triathletes Organization, c'est un comité de triathlon en fait international. Et ils investissent énormément pour que les athlètes pros en fait puissent en vivre en fait, parce que jusqu'à présent t'avais même sur Ironman t'avais plein de pros qui étaient obligés de faire un job à côté quoi, ou là en termes de français je pense à Sébastien Fraisse qui il est prof et en même temps il a fait 2 fois champion de France, donc c'est quand même incroyable, je trouve. C'est le syndicat des triathlètes professionnels en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et donc tu dis qu'ils se battent pour que vous ayez un niveau de vie décent. Quel soutien ils vous apportent? Déjà, j'imagine qu'ils vous aident dans la relation avec les partenaires, avec les sponsors. Est-ce qu'ils ont une bourse aux sponsors? C'est pas tellement dans l'aide aux sponsors et tout ça, parce que ça c'est assez, de toute façon chaque sponsor c'est privé, mais c'est plutôt en fait ils vont soutenir des événements en mettant des primes de course pour les pros quoi. Et en fait, c'est un peu ce qu'avait perdu Ironman, c'est que eux, ils avaient tellement misé sur les groupes d'âge qu'au final, ça devenait plus trop un sport professionnel. En fait, il y avait beaucoup de sous à Hawaï, ok, mais le reste des courses, plus trop. Et le problème, en fait, c'est que ça marche pendant quelques années, mais à force, en fait, ça vend plus de rêve. En fait, c'est par exemple, tous les gamins, ils veulent devenir Ronaldo ou Messi, j'en sais rien. Parce qu'ils savent combien ils gagnent en fait, et parce que il y a des non mais c'est vrai, parce qu'il y a des héros du sport en fait. Alors que qui va devenir un triathlète professionnel s'il se tue pendant 8 heures pour gagner 500 euros quoi. Enfin donc il manquait cet aspect de vraiment avoir des héros du sport. Et là avec le PTO il va y avoir, je pense qu'il va y avoir des stars du triathlon, des mecs qui vraiment sont connus en fait internationalement, pas que dans le triathlon mais dans le sport en général, grâce au PTO. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi un autre sujet, c'est les sponsors.
pas juste des athlètes, mais les sponsors autour de la course. C'est-à-dire qu'au plus un sport a de la visibilité, typiquement un match de foot, c'est facile. Parce que tu peux le retransmettre à la télé facilement, les gens peuvent le suivre assez facilement. Suivre un Ironman de A à Z à la télé, faut être motivé, quoi. Bon, alors je sais que tu le faisais quand tu étais jeune et que tu passais des nuits blanches depuis que tu as 10 ans, mais sinon c'est vrai que c'est quelque chose que finalement il y a très peu de gens qui font. Et aujourd'hui quand même on commence à voir des nouveaux formats, on en avait déjà parlé un petit peu dans le podcast avec la Super League par exemple, et on commence à voir justement des formats qui sont un petit peu plus retransmissible, j'ai envie de dire, et où la présence de sponsors peut être aussi plus importante, et donc forcément ça va aussi attirer de l'argent, et donc je pense que c'est un cercle vertueux. Ah oui, carrément. Sam, on a bien parlé de toi, on a bien parlé de tes ambitions sur Ironman. Hier, on a terminé l'épisode justement en parlant finances, sponsoring, partenariat. J'aimerais revenir avec toi justement sur comment tu vis du triathlon, puisque tu nous as dit que tu travaillais pas, que tu avais arrêté tes études. Comment est-ce que tu arrives à mettre des pâtes dans l'assiette et du beurre dans les pâtes tous les jours? Moi, j'ai un profil un peu atypique parce qu'en fait, moi, je suis dans la situation où je vis chez mes parents, mais par choix, en fait. Je vis avec eux parce que mon père m'entraîne, ma mère est aussi dans le triathlon, donc forcément, en fait, c'est un peu mon équipe, en fait, ma famille. Donc, je vois, là, pour moi, j'ai pas envie de partir. Et du coup, là, l'argent que je gagne, en fait, j'essaie de le réinvestir dans, justement, notre entreprise. Mon père, il est entraîneur, il a des athlètes partout dans le monde, en fait, et qui entraînent à distance. Et puis, même ici, on fait nos stages de triathlon. Donc en fait, j'ai pas vraiment à mettre du beurre dans l'assiette pour l'instant, parce que justement je vis encore chez mes parents, même si là ça fait 2 ans que ça se passe plutôt bien financièrement, surtout cette année là. Mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir un gros sponsor financier, en fait, Valfitus, qui m'aide depuis 2 ans maintenant, et ça joue vraiment une grosse partie. Et ensuite, là, cette année, c'est surtout les primes de course, quoi. Donc, comme je disais hier, justement, avec le PTO qui soutiennent, maintenant, les courses, ils commencent à avoir des belles primes et ça commence à être rentable, quoi. Mais bon, même s'il faut enchaîner un Ironman et un Half en une semaine, quoi. Avec les primes de course, ça commence à devenir rentable. J'imagine qu'il faut être dans le top 5 pour avoir des primes de course assez sympas. Ça se monte à combien en moyenne? J'imagine que plus la distance est longue, plus les prize money sont intéressants? C'est ça, même si après, niveau, comme je disais justement, financièrement, je pense que le plus rentable, c'est peut-être les halves, vu que tu peux en faire plus. Les halves, généralement, tu récupères assez vite, parce qu'il y a une grosse différence entre... dès que tu commences à dépasser 6 heures de course, c'est pas vraiment un état naturel pour notre corps, et donc tu mets plus de temps à t'en remettre. Mais là, je vais le dire, mais à Gérone, j'ai pris 7 000 euros. Par exemple, à Lambraman, la gagne, c'est 25 000. Après, tu vas à Hawaï, si tu claques la course, c'est 100 000. Après, il faut le claquer. Mais... faut la gagner, la course. Non, mais même le top 10 à Hawaï, c'est quand même des grosses primes. Et de toute façon, une fois que tu arrives à Hawaï, tu commences à avoir des sponsors. Et après, c'est justement, t'as des primes avec les sponsors. Donc, disons, je dis n'importe quoi, mais si demain je signe avec Spé, ok, ils vont peut-être te payer, mais si en plus tu fais un top 10 à Hawaï, ils vont te payer en plus. Donc honnêtement, le sport, le triathlon, c'est un sport professionnel, et je vais pas me plaindre, parce que j'ai des amis qui sont dans l'athlétisme ou la natation, et ils ont un niveau de dingue, et c'est pas pour autant qu'ils arrivent à en gagner leur vie, quoi. Donc nous, on a vraiment une grosse chance. Ouais. En termes de partenaires, de sponsors, moi je fais un peu la différence. Je place le partenaire plutôt dans le soutien matériel, voire logistique. Le sponsor, c'est vraiment celui qui va te faire un chèque. Est-ce que c'est toi qui fais les démarches d'aller les chercher? Est-ce que c'est toi qui les démarches, ou plutôt ton manager? On l'aura compris d'après le premier épisode. Ou c'est plutôt des marques qui viennent vers toi parce qu'ils apprécient tes résultats, ils apprécient ton état d'esprit? Comment ça se passe? Généralement, moi je suis plus dans l'optique d'attendre qu'une marque vienne vers moi, même si là, mon manager, forcément, il est payé pour ça. Donc, mais en soi, pour un athlète, moi en tout cas, j'estime que c'est mieux d'avoir justement un sponsor plus que des partenaires, parce que, par exemple, un sponsor qui va te donner 20 000 euros, et après, avec ces 20 000 euros, t'en fais ce que tu veux, et t'es pas vraiment condamné à devoir poster sur les réseaux à tel point il est bien ce pneu ou ce gel ou quoi. Donc
Donc pour moi, pour un athlète, c'est plus rentable c'est plus rentable les sponsors que les partenaires. Et je pense que à un moment donné, enfin moi, je vois des athlètes que j'estime qu'ils sont pas vraiment honnêtes à travers leur réseau. Ils sont là à remercier leurs 10 000 partenaires 30 fois par jour. Et les gens, enfin moi personnellement, j'en ai marre. J'en ai déjà vu des postes de natation, de vélo et de course à pied. Donc moi, j'essaye de vraiment rester un athlète honnête. Et là, pour l'instant, les relations que j'ai créées et les sponsors que j'ai, c'est parce qu'ils m'apprécient en tant qu'être humain plus que parce que je vais porter leur logo sur une marque. Même si moi, vraiment, si je porte leur logo, mais parce que je le veux et parce qu'ils tiennent à des valeurs auxquelles moi aussi je tiens. Du coup, tu disais que tu as des potes dans l'athlétisme, dans la natation, que toi, tu t'en sors pas trop mal parce que tu vis encore chez papa-maman, ton père t'entraîne, j'imagine que ta mère joue un rôle aussi puisque tu nous as dit qu'elle était dans le triathlon. Pour l'avenir, comment est-ce que tu vois la suite ? Évidemment, on a compris, ton rêve c'est Hawaï. Admettons que tu arrives à Hawaï, qu'est-ce que tu fais ensuite ? T'arrêtes, tu continues. D'un point de vue financier, est-ce que tu imagines tout exploser ? Et puis, tiens, une question toute bête, mais comment ça se passe au niveau de la retraite ? Déjà quand on commence jeune, et puis quand on est triathlète professionnel en France ? De toute façon, on m'a souvent posé cette question et même et souvent demandé qu'est-ce que j'allais faire comme étude, par exemple, à côté du triathlon ou quoi, mais je sais pas si je suis sur une autre planète, mais moi en fait je me vois être tellement fort en triathlon plus tard, je parle, que j'aurai mon nom. Et de toute façon, là pour l'instant je vis au jour le jour, j'ai mon projet, pas vraiment envie de me donner un plan B, parce qu'après t'as plus de chances de retomber sur ce plan B en fait. Tu vois, par exemple, un mec qui a tout pris envie de devenir docteur, tu vas pas aller le voir et lui dire ok, tu vois, si tu arrives pas, tu vas faire quoi? Non mais c'est vrai, enfin moi j'ai envie d'être le meilleur triathlète sur Ironman et je me laisse pas le choix en fait. Et oui, je suis aussi chez moi parce que j'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi, et je sais que si moi je serais pas là, il aurait peut-être moins cette culture du triathlon, et lui aussi il a envie de faire du triathlon, et là il a la chance de pouvoir des fois s'entraîner avec moi, et moi j'ai la chance de pouvoir m'entraîner avec lui, et voilà, on a envie de faire de très belles choses en tant que famille, quoi. Et j'ai pas, moi je sais pas, on a juste une culture différente où, comme j'ai dit avant, il y a mon frère, mon père et ma mère, et nous on est 100%, et si on en enlève un de ce 100%, on sera plus qu'à 75%, quoi. Donc vraiment c'est un objectif groupé, on va pas dévier de ce rêve. Et comme j'ai dit, j'aime pas trop me dire qu'est-ce que je vais faire après, parce que pour l'instant je suis 100% focus sur mes objectifs, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, être 100% focus ? Combien d'entraînements tu t'imposes ? Combien de fois par jour ? Combien à la semaine ? Est-ce que tu quantifies tout ça ? Est-ce que tu observes aussi une certaine période de récupération ? Ton père t'entraîne, on l'a bien compris. Est-ce qu'il gère aussi la partie récupération, alimentation ? Ou est-ce que tu es accompagné par quelqu'un pour tout ça ? J'ai aussi une nutritionniste et un médecin qui m'accompagnent, mais ils sont plus là pour me donner des conseils si j'en ai besoin, mais je suis pas vraiment strict sur ça. Et en fait mon père non plus, il est pas du tout strict, parce que moi ça m'a déjà coûté limite d'être trop dur avec moi-même, en fait. Je me suis déjà dit ok, par exemple, j'en sais rien, mais faut que tu perdes du poids, faut que tu sois à ce poids, ou faut que tu t'entraînes 40 heures semaine, ou nanana. Et en fait c'est pas comme ça que ça marche, parce que c'est pas, après t'as plus de vie, et du coup à long terme, en fait, tu peux pas être régulier. Et en fait, si t'as pas cet équilibre, tu seras pas régulier. Et du coup, moi, là, pour l'instant, j'ai un équilibre de vie qui me va parfaitement. En fait, je m'entraîne moins que beaucoup. Je pense qu'en moyenne, à l'année, je dois être autour des 21, 22 heures par semaine, alors que même sur courte distance, quand j'étais à Montpellier, ils sont tous à plus de 30 heures semaine. Donc, en termes de pro, c'est pas énorme. Mais moi, j'essaye vraiment, moi et mon père, on essaye vraiment quand il y a un entraînement, il faut que cet entraînement il ait du sens. Il faut qu'il y ait une raison, en fait, pour qu'il y ait cet entraînement. Sinon, ça sert à rien d'aller faire des bornes pour faire des bornes, en fait. Et du coup, moi, j'ai vraiment une approche. Et puis même, j'essaye de me laisser une marge de progression. Si je fais 35 heures quand j'ai 22 ans, comment je vais faire pour progresser, quoi. Donc là, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de marge, je pense. Surtout en vélo et en course à pied. Donc, c'est quoi ton sport de prédilection, entre guillemets, dans les 3 disciplines ? Le triathlon. Donc, on est souvent tous avec une petite préférence ou une certaine, une certaine prédisposition pour la natation, pour le vélo, pour la course à pied. Et toi, tu essaies d'être constant dans les 3 ? J'ai plus de prédisposition pour la natation et le vélo.
De base, c'était vraiment le vélo. Et quand j'étais petit, j'étais vraiment mauvais nageur. Enfin, mauvais nageur, mais en fait, mes premiers France minimes, j'étais sorti 135e de l'eau sur 145, quoi. Et du coup, j'étais assez fier quand je suis sorti premier devant Frodeno au Grande Canarie. C'était une belle progression, quoi. Mais mon père était nageur, donc peut-être qu'il y avait des qualités là, je sais pas. À vélo, ça a toujours été ce que j'aime le plus, en fait. Et à pied, par contre, ça a vraiment été difficile pour moi. J'ai vraiment pas de vitesse, en fait. Et surtout le fait que j'y croyais pas, en fait, en mes capacités à pied. Et du coup, quand j'étais sur cours, ça se joue souvent à pied. Et du coup, j'y croyais pas. Je pouvais pas courir 29 minutes au 10 km. Et du coup, je pouvais pas vraiment jouer la gagne. Mais en fait, depuis que je suis allé sur long, surtout à Barcelone, en fait, quand on regarde les temps, j'étais à peu près pareil dans toutes les disciplines, quoi. J'étais pas le meilleur, j'étais le meilleur dans aucun, mais j'étais dans les 5 meilleurs en natation, dans les 5 meilleurs à vélo et dans les 5 meilleurs à pied. Donc en fait, c'est surtout sur Ironman, c'est ça qui est important, c'est de pas avoir de points faibles, en fait, parce qu'après t'es pas dépendant des scénarios de course. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec mon père. Depuis que je suis sur longue distance, j'ai moins de points faibles que quand j'étais sur courte distance. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais accompagné par un médecin et par une nutritionniste. En même temps, tu nous dis que tu y croyais pas trop en course à pied. Est-ce que tu as aussi un préparateur mental qui t'accompagne et si c'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire pour justement t'aider à lever certains de ces blocages ? Ouais, je suis pas contre l'idée, c'est juste que j'ai jamais rencontré la bonne personne, en fait. J'ai déjà essayé. Au pôle, ça marchait plutôt bien. J'avais une relation avec Carole Péon, qui est la copine de Jessica Harrison. Et en fait, ça marchait très bien et j'ai déjà hésité à la recontacter, mais au final, c'est beaucoup de travail sur soi-même, en fait, et je pense que tu peux le faire toi-même, ce travail, en fait. C'est pas, de toute façon, quand je m'entraîne, quand je vais rouler 4 heures solo et qu'il pleut l'hiver, tu les connais, tes motivations profondes, hein, sinon tu n'y serais pas sur la selle. Du coup, je suis pas contre l'idée, mais là, pour l'instant, non, j'en ai pas. Est-ce que c'est juste une question de motivation, finalement? Parce que je pense que dans la préparation mentale, il y a quand même plus que ça. Ah oui, je suis d'accord. Non, mais comme j'ai dit, moi, j'y connais rien, hein, dans ce domaine, et je suis ouvert, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute ça qui serait pour m'aider, mais de toute façon la préparation mentale, tu l'as à chaque fois que tu as un échec, en fait. Et moi j'en ai eu plein des échecs depuis que j'ai 4 ans. Du coup, plus tu as d'échecs, plus tu deviens robuste, quoi. Et c'est comme ça que moi je me forge. Oui, si tu parviens justement à tirer des leçons de tes échecs, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde non plus. Je pense qu'il y a des gens qui vivent très mal des échecs et qui au contraire peuvent même être un peu anéantis, et la motivation peut disparaître un petit peu avec justement des échecs. Donc je pense que c'est... Mais bon, a priori c'est pas un problème pour toi, donc tant mieux. Non, mais ça a été, hein, et mentalement j'ai déjà été reconnu pour être que si je gagnais pas, bah, j'arrêtais, quoi. Et ça, quand j'étais jeune, c'était le cas, hein. Mais bon, je suis passé par cette étape et j'ai appris de ça, et de toute façon c'était juste question de continuer. Et là, ce que je me rends compte surtout, c'est que plus, en fait, je construis une équipe autour de moi, plus je me sens fort mentalement. C'est comme si j'avais leur force. En fait, parce que moi, j'ai jamais vraiment été quelqu'un qui court pour moi-même, en fait, mais j'ai toujours fait ça pour redonner à mes parents, pour redonner à tous ceux qui sont passés qui sont venus en stage ici, avec qui j'ai parlé, qui me connaissent, en fait. Et du coup, en fait, j'ai pas envie de les décevoir. Et quand je me suis dit, ok, tu fais ça pour toi, il faut que toi, Sam, tu sois, je sais rien, champion de France, ça marchait pas, et souvent c'est là où je faisais les plus gros échecs. Et là, en fait, plus je construis une équipe autour de moi, plus j'ai des gens sur qui m'appuyer et qui te voient, et du coup, ça me fait une force. Et ça, c'est bien, parce que plus tu montes en niveau, plus t'as une équipe autour de toi qui est grande, quoi. Et t'en as pour lesquels c'est l'inverse, ils sentent plus de pression. Mais moi, j'ai la chance que ça soit l'inverse. La pression sociale, du coup, effectivement, ça a l'air d'être un truc qui marche plutôt bien pour toi. Est-ce que t'es mauvais perdant? Ouais, je suis très mauvais perdant. En fait, j'essaie pas de le montrer. Parce que là, la dernière course que j'ai fait, tout le monde disait à quel point j'étais un bon perdant. Enfin, pas perdant, mais j'avais fait 2e, et j'étais super content pour Clément, qui fait champion de France. Mais je suis vite... en moi-même, je suis vite jaloux, quoi. Si je vois un mec qui fait un beau truc ou quoi,
j'ai la rage, même si je vais lui dire bravo ou quoi, j'ai la rage, ouais. Mais ça c'est naturel, je suis compétiteur, quoi. Donc on a bien compris, petit jeune, peut-être trop selon certains, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que moi je trouve que c'est tout à ton honneur. Donc triathlète français professionnel qui se dirige vers, on l'espère, Hawaï. Justement, dans ton objectif, dans ta direction vers ton but ultime qui serait Hawaï, qu'est-ce que tu as de programmé cette année 2021, peut-être l'année prochaine, et puis quelle est ta feuille de route jusqu'à Hawaï? Donc là, dans le futur proche, c'est d'abord l'Ironman d'Angleterre. Je pars bientôt là d'ailleurs. Et ensuite, en fait, en fonction de ce qui se passe à Bolton, on verra bien. Je suis inscrit pour l'Ambraman. J'étais inscrit l'an dernier en fait, et j'en avais vraiment fait mon objectif principal. Mais forcément, ça a été annulé. Donc mon inscription elle est reportée. Mais à voir avec ce qui se passe si j'ai un dossard pour les championnats du monde d'ITU ou si j'ai un dossard pour Hawaï. On verra. Il y a plein d'opportunités cette année. Je me mets vraiment pas d'objectif fixe parce que l'an dernier c'est ce que j'ai fait et avec le Covid ça a été un enfer, justement on en parlait hier, mais mentalement, parce que je m'étais consacré pleinement à Ambraman pour justement rentabiliser mon année financièrement, parce qu'il y a des belles primes là-bas, et j'avais tout fait, mon vélo, j'avais même acheté un vélo justement pour cette course. Enfin, j'avais vraiment, et je m'étais jamais senti aussi bien, autant mentalement que physiquement. Et puis il y a une semaine, je crois, ça a été annulé. Donc à partir de là, j'étais en phase. J'avais vraiment fait un pic de forme en fait pour cette course. Et à partir de là, c'était une descente aux enfers, quoi. Donc là, cette année, j'essaye de pas vraiment faire de pic de forme. Enfin, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais moi, ça me met en confiance parce que je sais que là, avec les performances que j'ai fait, je sais que j'ai encore pas mal de marge et que j'ai déjà été plus en forme. Et du coup là cette année j'essaye de rester un peu plus constant et de plus régulier, quoi, prendre le plus d'expérience possible, parce que je me rends compte qu'en fait c'est ça qui me manquait, c'était de mettre un dossard et de gagner en expérience, quoi. On a parlé hier justement de la partie price money sur les compétitions Ironman, du label Ironman. L'Ambraman qui est une course indépendante, qui est une course privée, comment ça fonctionne? Le price money a l'air intéressant aussi. Est-ce qu'il y a une catégorie pro? Est-ce que tout le monde est dans des catégories d'âge? Comment ça marche? L'inscription est normale. Après je sais pas exactement comment ils font, mais oui, il y a des pros et je sais qu'ils invitent, par exemple, je crois que c'est le top 5 de l'année précédente. Mais à mon avis, même si un groupe d'âge bat tous les pros et qui fait troisième, c'est lui qui prend la prime du troisième, je pense. Donc c'est pas comme un Ironman où il y a des vagues de départ différentes, quoi. Voilà. Je l'ai pas faite la course, donc je suis pas certain, mais je pense. Donc du coup, Ironman Angleterre, puis très certainement Ambraman, puis peut-être tu as glissé comme ça tout doucement, championnat du monde ITU de longue distance. Ce sera où? Ce sera quand? Qu'est-ce qui fait que tu irais ou que tu irais pas? J'imagine que c'est un championnat du monde, donc tu vas y aller pour représenter les couleurs de la France. C'est ça. J'ai la double nationalité, mais je compte pas changer de nationalité. De toute façon, la France, c'est là où j'ai grandi et c'est là où c'est pour l'instant ceux qui m'ont apporté le plus dans le sport et même dans la vie. Donc je compte pas changer de nationalité. Ouais, puis sur du long, chez les Anglais, il y a déjà les frères Brownlee, donc tu vas pas jouer avec eux, ou justement tu les chatouilles? Non, sur long, ils sont pas très forts, les Brownlee. Enfin, sur long, je parle. Ouais. Précisons. Ah ouais. Non, Ceci non, dit, le gros, il semblerait que le grand justement se repositionne plus sur du long. J'avais lu un article justement récemment là-dessus. Ouais. Puis il y en a quand même justement un, le plus grand, qui veut passer sous 7 heures, donc pas si bon, c'est quand même pas si mal. Non, c'est sûr, mais les Brownlee, de toute façon, je vais rien leur enlever, ils sont énormes, mais s'ils se consacrent pas pleinement à l'Ironman, ils pourront pas allier les deux. C'est une toute autre discipline en fait. Et pour moi, je pense pas que Alistair gagnera. Ouais, je peux me tromper, hein, mais je sais pas. Il y a pour X raisons. Je pense pas qu'il aura vraiment le potentiel de gagner Hawaï. Mais pour en revenir à ce qu'on parlait, ouais, donc les championnats du monde, je crois qu'ils prennent la décision juste après l'Ironman d'Angleterre, parce qu'il y a 2 Ironman le même week-end, il y a l'Ironman de Lanzarote et l'Ironman d'Angleterre, donc à mon avis ils font leur sélection là-bas. Je sais que par exemple Anthony Coste, lui, il sera à Lanzarote et moi en Angleterre, donc à mon avis ils verront. Et puis même il y a Denis Chevreau qui a fait une belle course à Tulsa, donc on verra, c'est la décision de la fédération.
c'est un parcours super rapide en fait, et en tout cas une ancienne course challenge, et en fait là maintenant à partir de cette année c'est la distance Ironman. Avant c'était une distance un peu bizarre, donc là c'est vraiment top parce que j'aimerais bien justement faire un Ironman plat pour enfin passer la barre des 8 heures, parce que j'en suis plus que capable, j'estime, et j'aimerais le faire le plus jeune possible, quoi. Mais l'an dernier il n'y avait pas vraiment de course, quoi, pour le faire. Des beaux objectifs. Pour ces championnats du monde ITU, est-ce qu'il faut être professionnel quelque part, sportif de haut niveau, reconnu ou pas, ou comment ça se passe en fait pour pouvoir représenter ton pays sur des courses internationales? Il faut postuler en fait auprès de la fédération, et ensuite ils peuvent sélectionner. Mais après, je crois que Sébastien Frey justement il les avait fait en 2019, et que lui il était encore prof à cette époque-là, donc il n'y a rien qui t'empêche d'avoir un boulot et de faire ça, je crois, hein. Après, pareil, je peux me tromper. Du coup, il faut postuler. Et après, je crois que si tu es sélectionné, après, tu rentres sur liste ministérielle, je crois, de haut niveau. Ok, même sur le longue distance, qui n'est pas un sport olympique. Ouais, même sur longue distance, ouais. On a compris que cette année, tu avais quand même si tu veux pas te mettre la pression, quelques beaux trucs en prévision. Du coup, 2022, est-ce que tout va dépendre de l'année 2021 ? Est-ce que tu as déjà des objectifs de fixer ? Tu disais que tu aimerais bien faire un Ironman en dessous de 8 heures. Est-ce que tu as déjà des vues sur 2022 pour justement remplir cet objectif si tu n'es pas sélectionné pour les championnats du monde ITU ? Pas pour l'instant, j'ai pas d'objectif. L'objectif, c'est juste d'être, comme j'ai dit hier, c'est d'être meilleur que cette année, quoi. Donc chacun progresse à son rythme, et voilà, on verra. Là, cette année, j'ai vraiment fait des bons, et quand je disais qu'il fallait gagner 1% chaque année, entre 2019 et là 2021, il y a eu plus de 2% en termes de progression, et j'en suis super content. Donc on verra où ça me mène, quoi. Quand tu parles de progression, de pourcentage de progression, tu te réfères à ton temps, c'est ça ? Ce qu'il faut regarder, c'est les résultats, mais sauf que chaque course est dépendante. Mais après, en termes de tests qu'on fait avec mon père, ou de toute façon, c'était test PMA, VMA et autres, c'est ça ? Nous, on essaye de créer des tests qui sont spécifiques à notre épreuve et l'Ironman, et c'est ça qui sort du lot, parce qu'en fait la France est en retard sur beaucoup d'aspects scientifiques du sport, tout simplement parce que la langue universelle de la science c'est l'anglais, et que la plupart des Français refusent de parler l'anglais, donc non mais c'est vrai. Donc c'est compliqué, même Sam, tu vas pas te faire que des amis, hein. Non, mais de toute façon, je suis comme ça. Je vais dire, je dis les choses honnêtement. Non, mais comme j'ai dit avant, j'ai rien contre les Français. Mais moi, j'ai remarqué ça à la fac. En fait, j'apprenais des trucs que je savais étaient faux. Et ça me rendait dingue, parce que c'était des études qui avaient été traduites il y a 15 ans, quoi. Donc, faut parfois se remettre en question. Et de toute façon, la science, elle change tout le temps. Et comme je disais avant, tout ce qui est PMA et tout, c'est pas très important. Et même FTP, enfin, les gens ils me demandent souvent c'est quoi ta FTP, ça, mais tout, mais ça veut rien dire. Enfin, c'est hyper vague quelle est ta FTP, parce que ce qui est important, c'est à quel point tu peux rester à 85%, par exemple, ta FTP pendant 4 heures. Parce que tu as un mec qui peut garder sa FTP pendant 20 minutes, mais tu as un autre qui peut la garder pendant 1h30 presque. Donc c'est ça qui est important, quoi. On essaie vraiment de regarder ce qui nous apporte à nous pour l'Ironman, et pas se fier aux allures des autres. Par exemple, si je fais un test sur 5 km, mais je suis nul, à pied je parle, je suis nul, et je suis à des années-lumière de ce qu'ils font sur Grand Prix, mais ça a peu d'importance en fait, c'est pas ça le but. Oui, toi ton but c'est de claquer un beau marathon qui t'assure une victoire sur Ironman, et pas d'avoir des temps de passage du 5 km qui soient ceux des mecs qui bouclent un Grand Prix, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est sûr, des fois c'est dur, hein, c'est démoralisant, parce que je vois des mecs qui font moins de 30 10 bornes ou quoi, je me dis mais jamais de la vie je fais ça. Mais c'est pas pour autant que sur une course, même sur courte distance, il y a plein de gars qui sont très très forts sur des tests, par exemple, qui vont faire un 5000 mètres du feu de Dieu, mais qu'après forcément sur une épreuve de 1 heure ou 2 heures, c'est pas la même en fait, parce que un 5 km c'est 15 minutes d'effort, alors qu'un triathlon c'est 1 heure. Enfin, c'est pas du tout le même effort. Alors vas-y, fais-nous rêver un petit peu là sur ton Ironman le plus rapide, si c'était celui de Barcelone en 8h05. Donne-nous tes splits en natation, en vélo et en course à pied. J'avais la même question qui me trottait dans la tête. Le pire, c'est que je pourrais pas vous dire. Je sais pas. Je regarde les données, et je sais à peu près ce que j'ai fait, mais des fois les chronos ça veut rien dire. Par exemple là, l'Ironman que j'ai fait à Gérone il y a quelques semaines, il était en termes de puissance, il était bien plus
bien plus impressionnant que ce que j'ai fait à Barcelone, parce qu'à Barcelone c'est tout plat, ça roule vite, et pourtant j'ai fait je sais pas, presque 40 minutes de plus, mais parce que le parcours est dur, quoi, donc ça veut rien dire, mais je pourrais pas te dire les chronos à Barcelone. Ouais, c'était histoire de faire rêver. Ton marathon, tu claques en combien de temps? T'es plutôt aux 3 heures ou aux 2h40? Le meilleur marathon que j'ai fait, c'était pas Barcelone, c'était en Angleterre, c'est 2h42, mais il manquait un bon 1,5 km, je dirais, donc il faut ajouter au moins 5 minutes, quoi. Donc, ouais. Bon, je rigole parce que moi, le 5 minutes, c'est mon étalon pour le kilomètre, mais sur un marathon, pas sur 1,5 km sur Ironman. Bref, Sam, merci beaucoup pour tous ces échanges, toute cette semaine qu'on a passée ensemble. Pour terminer, si des sportifs, des sportives ou même des partenaires ou des sponsors veulent te suivre, veulent te contacter, quel est le meilleur moyen et où est-ce qu'on suit ton actualité? Moi, là où je suis le plus actif, c'est sur mon Instagram. Donc, c'est Sam Ledlow sur Instagram. Ensuite, j'ai un site web qui s'appelle Sam Ledlow aussi. Et là, justement, vous pourrez trouver tout, que ce soit mon Twitter, mon Facebook, YouTube, tout ça. Parce que tu le mentionnais en début de semaine, vous organisez des stages pour les triathlètes dans les Pyrénées. Comment ça se passe si on veut... Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai parfois du mal à trouver. Enfin, ça m'est arrivé l'année passée. Je cherchais plusieurs semaines de stage et je trouvais pas les organisations qui me permettaient de faire ça. Donc, si tu peux... faire ton petit moment promo, c'est le moment. Ouais, ben c'est bien que tu me dises que tu l'aies pas trouvé, parce que pourtant ma mère elle travaille dur pour que quand tu tapes sur Google, après nous c'est surtout le public anglais, mais quand tu tapes Triathlon Training Camps, normalement on apparaît juste avec le club Le Santa et tout ça à Lanzarote, donc nous c'est le sanctuaire sportif. Donc on tape le sanctuaire sportif sur Google et on trouve ça. Et alors ça ressemble à quoi du coup si on vient faire son stage chez vous? En fait tu te pointes avec ou sans vélo, on peut aussi louer des vélos. Et après tu chill dans une belle chambre, et puis tu te lèves, tu manges le bon déjeuner que moi et ma mère on t'a préparé. Ensuite sûrement je t'amène rouler, parce que moi souvent je m'entraîne aussi avec les stagiaires. Là l'été surtout on a la piscine dans notre ville, donc du coup c'est vraiment idéal. Et puis on a 2 lacs à côté, donc moi en tout cas j'ai pas mal voyagé et j'adore ici pour m'entraîner, et donc c'est un super terrain de jeu, quoi. Ok, donc c'est vraiment familial, quoi. Ouais, c'est ça, on mange ensemble. Généralement on n'accueille pas des groupes de plus de 10 personnes, quoi. Ouais, parce que ça fait beaucoup pour le petit déj, du coup il faut que tu te lèves tôt, du coup. Ouais. Mais non, mais c'est depuis que... Enfin, c'est normal pour nous qu'on soit 4 à table ou 10, on a tellement l'habitude de se lever, de préparer à manger, et puis dans la famille on cuisine tous, et de toute façon la vie elle va à 10 000 dans cette maison. C'est celui qui se lève, il fait le petit déj, et puis voilà, quoi. Et non, c'est cool. Moi, j'imagine très bien. Moi j'ai 4 enfants et c'est pareil, du matin où le dernier pousse le cri, tu te réveilles, et jusqu'au soir quand il a enfin lâché prise. Ah ouais. Toi c'est un stage tout le temps, toi. C'est ça. Moi je suis pas au triathlon, je suis à l'heptathlon, voire même plus. Super, merci encore Sam. On te souhaite beaucoup de réussite. On te suivra bien évidemment avec attention. On a d'ailleurs un petit jeune qui nous fait les épisodes du lundi. Ça s'appelle Devenir triathlète par Oana, mais avec les actualités de Kylian Tanguy du podcast Sport Actu. Il parle de temps en temps de toi, notamment quand tu fais des belles places ou quand tu fais des victoires. Donc peut-être qu'un de ces 4, on te mettra en relation avec Kylian pour avoir ton ressenti après une course. Si tu veux bien partager tout ça, je pense que nos auditrices et nos auditeurs apprécieront avec beaucoup de plaisir. Bah ouais, avec plaisir, ouais. Génial, on suivra ça de très près. Merci en tout cas Sam pour ton temps, et puis écoute, je te souhaite que de bonnes choses. Merci, toi aussi Hermano, et je vous remercie à la chaîne, et à la prochaine. À plus, merci Sam, ciao. À plus, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions, et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine, salut les sportifs.